Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue au 17e siècle. Aujourd'hui, nous parlons de Solomon Kane, sorti en 2009 et réalisé par M.J. Bassett, avec James Purefoy, Pete Postlethwaite, Alice Cridge, Rachel Hurdwood et Max von Sydow. Je suis Mathieu et oui, je suis Donnie. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu au 5e épisode de la rétrospective de l'univers de Conan, ou plutôt des œuvres adaptées au cinéma de l'auteur Robert E. Howard. On a commencé la rétrospective avec le film de 1982 de Conan le Barbare. On a fait sa suite ensuite avec Conan le Destructeur. On a continué avec le spin-off Kalidor ou Red Sonja. La semaine passée, on a fait le film de Cole, qui est sensiblement un autre spin-off. Puis là, on est rendu avec le film de Solomon Kane. Je dirais comme dans la rétrospective en voyant, comme quand on appelle ça l'univers de Conan. Ça, c'est comme plus un épisode bonus. Parce qu'en bout de ligne, il n'y a comme quasiment pas de lien avec le personnage de Conan. On est dans le même univers quand même. C'est même dans les comics, il y a eu des croisés. Est-ce que sache, ils ont quand même trouvé moyen de faire que les deux personnages de Solomon Kane et de Conan se rencontrent. Mais ça, c'est les bandes dessinées, puis c'est pas avec l'auteur original. Mais c'est quand même le même écrivain, puis c'est juste pas la même ère, mais c'est quand même le même univers. Là, la semaine prochaine, il va nous rester à couvrir le film de reboot de Conan, qui va être dans le même univers en théorie, là, mais en théorie, c'est un reboot, là, en tout cas. Fait que ce qui est le fun là-dedans, c'est que on n'a pas besoin d'avoir vu un des autres films pour suivre l'histoire. Là. C'est comme tous des films séparés quand même, mais ils font comme partie d'un lot. C'est pas comme les Avengers en bout de ligne qu'on peut écouter chaque film séparé, puis éventuellement ils viennent ensemble à quelque part. C'est juste que ça se passe dans le même univers, là, mais il n'y a aucun lien, puis il n'y a même pas de références qui se font entre chaque film. C'est juste qu'ils sont dans le même monde. Mais avant de parler du film d'aujourd'hui, je vais juste parler de où est-ce que vous pouvez trouver le podcast plus facilement, peut-être de la manière que vous l'avez eu, mais peut-être que c'est la manière la plus facile aussi. Là, mais le podcast est disponible un peu partout sur toutes les plateformes qui existent pour écouter des podcasts. Vous pouvez aller aussi sur le site internet de premiervisionnement.com. Tous les épisodes sont là, sont tous catalogués. Facile à tout retrouver les épisodes. C'est une des manières les plus faciles là, à voir ce que j'ai fait là, par le passé. C'est sûr que si vous êtes à jour, la manière la plus facile, c'est de vous abonner avec un logiciel, là, soit Podbean, Stitcher ou pas mal n'importe quoi. Aussitôt que vous vous abonnez au feed, ça télécharge automatiquement. Une autre manière, c'est facile aussi là, de savoir ce que je fais chaque semaine, c'est de suivre sur Facebook. Puis chaque fois qu'il y a un épisode qui est posté, je le publie sur Facebook. Puis ça rend la chose plus facile pour voir qu'est-ce que j'ai publié cette semaine-là. Puis c'est la même chose aussi pour Twitter. Fait que juste à suivre Premier Visionnement sur une des deux plateformes, puis l'information est tout le temps postée chaque semaine. En 1997, on a la compagnie de production Wandering Star ils ont acquis les droits pour faire un film là, sur Solomon Kane. Ça a pris au-dessus de 10 ans, dans le fond, pour commencer à filmer par la suite. Il y a un temps, avant de filmer, on devait avoir Christopher Lambert qui prend le rôle principal, mais finalement, lui a quitté. On a eu des réalisateurs qui ont changé aussi. Finalement, on a eu le réalisateur d'aujourd'hui, là, M.J. Bassett. Le film est sorti officiellement en 2009, mais il y a eu encore des problèmes de droit que ça a fait que même en Amérique du Nord, il est sorti en 2013. Ça a dû pas mal être pas mal une des raisons aussi là, pour l'échec là, du film. C'est un film qui a été fait pour un budget là, de 40 millions, puis avec le box-office total, il s'est ramassé avec 20 millions. Et on s'entend que quand il sort en 2009 en Angleterre, puis qu'il se ramasse ici
genre 4 ans plus tard, c'est sûr que l'essoufflement est déjà fait, puis il était déjà en DVD ailleurs, puis c'est quand même assez étrange comme moyen de distribution, mais c'est encore des droits. Là. Fait que, à part ça, en fait de production, tout quand même assez déroulé normal, là, même s'il y a quand même 10 ans là, entre l'acquisition des droits puis le filmage. Mais l'autre côté, ben, c'est ça, c'est vraiment dommage que dans le fond, ça a planté au cinéma. Puis probablement la raison pourquoi on n'a pas la suite de ce film-là. Là. Il y avait comme une trilogie qui était planifiée, mais tout est tombé suite à l'échec du film. Le film d'aujourd'hui est basé beaucoup là, sur l'idée là, de la rédemption puis de la tentation. On a un personnage, là, Solomon Kane, qui était un personnage méchant, il était diabolique. Il a commencé, dans le fond, là, si on veut, là, du bon côté, là, il est élevé dans une famille religieuse, puis finalement, ben, il a comme été quasiment expulsé là, de sa famille, là, parce que son père il voulait qu'il suive la voie de Dieu, puis qu'il soit prêtre, puis dans le fond, il a tourné le dos à Dieu. Puis, il est viré là, vraiment diabolique. Puis, éventuellement, ben, le diable vient le voir. Puis, il dit, bon, ben, regarde, je suis prêt à t'avoir à mes côtés. Puis, finalement, ben, il y a comme une réalisation qui fait que il va revirer de l'autre bord. Puis, suite à ça, ben, il va y tenter là, plusieurs fois pendant le film de revirer là, dans le côté du diable, puis éventuellement, ben, le diable va avoir un peu sa manière, puis il va rechercher encore à avoir sa rédemption. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu là, dans les derniers films, si on compare à toute la rétrospective. Que d'un, on a Conan là, qui avait son dieu Chrome, mais à partir de Chrome, à part dans le premier film, n'avait pas vraiment là, d'influence sur le deuxième film. Puis quand on a parlé des autres films suivants, là, de Cole puis de Sonia la Rouge, ben on n'a jamais pas mal reparlé de des dieux. Puis même aujourd'hui, ce que je trouve quand même le fun comparé surtout les deux derniers. On a quelque chose, on a une idée de fond, puis on va la travailler à fond pour le film d'aujourd'hui. C'est sûr qu'en fait d'histoire, c'est un film qui a un point A puis qui a un point de destination. C'est un film assez linéaire, ou plutôt que c'est un film assez standard. L'histoire est pas très très compliquée, même s'il essaie de la compliquer là, à certains endroits. Là, je vais en parler là, quand on va parler du scénario. Puis en même temps, ben, la plupart là, de l'histoire, là, on sait pas mal où est-ce que ça s'en va tout le long. Mais c'est plus la manière là, que c'est élaboré, là, qu'on va parler là, beaucoup là, dans quand je vais parler du scénario. On va avoir d'autres personnages aussi que Solomon Kane va croiser, là, surtout comme la famille Crowthorne, puis que ça va être pas mal, dans le fond, la famille qui va influencer notre personnage, dans le fond, là, où ce qui va se diriger, mais en soi, sont là pour vraiment aller avec le personnage de Solomon Kane pour le diriger là, avec sa foi puis ses tentations. Il va avoir des voleurs, puis il va avoir dans le fond son frère qui va revenir, qui pensait là, l'avoir tué quand il était jeune. En tout cas, on va reparler de ça tantôt, là, mais tous les personnages sont là juste pour, dans le fond, le tenter ou l'empêcher là, d'avoir sa rédemption. Le film ouvre en Afrique du Nord en l'année 1600 pile. En tout cas, on va pas se compliquer la vie, je pense. On l'a dit 1600, c'est plus facile. Dans le fond, on s'en fout pas mal que ça soit en 1590 ou en 1603. Là, fait que c'est correct. Là. Comme quasiment tous les derniers films, ben on commence direct le film avec une bataille. On a eu un petit mini monologue pour nous placer un petit peu là, dans l'univers. Un peu comme les autres films, mais celui-là, il était vraiment petit, mais c'est correct. Je trouve que ça fait quand même vraiment une continuité avec les autres films quand même. Mais il faut remarquer que ce film-là n'a aucun rapport avec Dino De Laurentiis ou
Raffaella de Laurentis, qui avait la propriété de Conan puis de Cole. Là, on est vraiment avec quelque chose à part. Je vais parler tout de suite de la trame sonore, parce que dans tous les autres films, j'en ai parlé tout de suite au début. Là, ici, on n'a pas vraiment de scène d'intro, de générique. Il arrive un petit peu plus loin, là, mais je vais en parler tout de suite. Question de faire un peu une continuité avec la rétrospective. La musique du compositeur Klaus Badelt, c'est un compositeur que, en gros, que j'ai vu là, ou j'ai entendu plutôt dans d'autres films. Là, j'ai pas vraiment de choses à dire contre sa trame sonore. En bout de ligne, il fait une job correct. Peut-être une des seules fois que je vais parler là, en bien de Cole. Je dirais que je vais plus me rappeler de la trame sonore de Cole que de la trame d'aujourd'hui. Elle est pas mauvaise, elle fait sa job, mais c'est ça, elle fait sa job, elle est juste correcte. Il y a des fois où je trouvais que ça ressemblait beaucoup à la musique de Batman par Hans Zimmer, là, qui est un peu dans les mêmes années, dans le fond. Ça rappelait beaucoup ça. Je trouve que il y a beaucoup de tonalités similaires, mais c'est ça. Je veux dire, en bout de ligne, j'aime beaucoup la trame sonore de Hans Zimmer, mais ça semble comme une genre de pâle copie. Là, fait que c'est sûr que ça l'aide pas dans mon jugement. Mais tu sais, j'ai pas de problème en bout de ligne. Tu sais, je dirais qu'il y a quasiment plus d'une qualité quand même là, comparé à celle-là de Cole. Sauf que je sais pas, je vais rester dans un côté peut-être Katen ou quelque chose de même que je vais préférer celle-là de Cole. Il y a plus de chances que je réécoute celle-là de Cole que d'écouter celle-là d'aujourd'hui. Là. Mais ça, c'est sans dire que en bout de ligne, je vais toujours revenir avec ceux-là là, du début de la série, là, avec la trame sonore de Conan. Elle reste supérieure à tout ce qu'il y a là, depuis là, en tout cas. Fait que, comme j'ai dit tantôt, dans le fond, on commence le film là, un peu comme une bataille, pareil comme au début de Cole, dans le fond. Puis on se rend compte qu'il y a un personnage là-dedans qui est comme le chef là, de la troupe. Il est pas mal genre méchant. Ça prend un bout pour qu'on comprenne que dans le fond c'est notre personnage principal, Solomon Kane. Moi c'est la première fois que je vois le film, fait que je m'attendais pas à ce que ça soit nécessairement Solomon Kane. Je m'attendais peut-être qu'on ait un genre de anti-héros un peu là, comme qu'on a avec Conan ou même Cole, mais je m'attendais pas à ce que dans le fond là, il soit comme quasiment cruel là. On voit qu'il y a comme pas de pitié, puis dans le fond ils sont en train de rentrer dans une forteresse, puis ils vont chercher là, le trésor du château. On sait pas exactement pourquoi ils sont là. Je me dis, bon, ben, une fois que je découvre que c'est Solomon Kane, je me dis, bon, ben, finalement, il y a peut-être qu'il y avait une raison. Pourquoi qu'il était assez gratuit là, quand il a tué un des gardes à terre. Là, il n'y a pas de pitié du tout. C'est sûr que c'est un temps pour ça. Les gens, tu peux les laisser survivre. Puis, c'est un temps de guerre. Quand tu es en guerre, ben, tu peux pas vraiment avoir de pitié. Je trouve que ça commence raide pas mal comme film. Comparé à ce qu'on est habitué là, depuis, dans le fond, là, mis à part le premier film, oui, Conan le Destructeur commençait avec une bataille au début, mais c'était pas aussi brutal qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie d'avoir un peu une réaction, qu'on sente déjà un peu là, qu'il se passe quelque chose. Je vois vraiment une différence avec surtout la semaine passée. La semaine passée, c'était vraiment trop mollo. Il n'y avait aucune réaction, il n'y avait rien. Aujourd'hui, capable là, de sentir quand même le danger, puis comme le côté sombre du personnage de Solomon Kane, puis c'est très apparent au début. Là, ils vont traverser comme une genre de salle avec des miroirs dans des meubles. Là. Pas des miroirs au mur, là, mais qu'on est habitué de voir là, dans d'autres films. Là, mais c'est juste une salle avec des miroirs dedans. Puis dans les miroirs, ben, il y a des créatures. Ils vont comme tuer pas mal tout le monde. On ne sait pas exactement. Dans le fond, on voit pas vraiment qu'ils ont tué tout le monde, mais on peut déduire qu'une fois que on n'entend plus rien, là, une fois que Solomon traverse la porte, les portes ils se ferment en arrière de lui, puis on n'entend plus
de voix en arrière. Fait qu'on suppose qu'ils sont tous morts. Est-ce que il y en a qui vont revenir à la fin, là? En tout cas, on en a parlé tantôt, mais en bout de ligne, ça a l'air d'être tout du monde différent. En tout cas, ils ont l'air de tous mourir au début. Fait que leur destinée reste ambiguë, on le sait pas. Puis dans le fond, ça n'a aucune incidence sur la fin, en bout de ligne. Là. Notre personnage peut avoir rencontré plein de monde là, dans toute sa vie. Là. Alors, Solomon, une fois rendu seul dans la salle du trône, il commence à content d'avoir trouvé le trésor. Puis finalement, on a l'apparition d'un messager de Satan. Je pense qu'il voulait pas montrer Satan puis donner une allure définitive. Peut-être qu'il y a une version en fait comique que Solomon y croise. Le diable en personne, je le sais pas tout à fait. J'ai écouté tout début, là, il y a vraiment plusieurs semaines, que j'ai commencé à me préparer pour le podcast d'aujourd'hui, plutôt pour la rétrospective. J'avais écouté des histoires audio qui avaient été écrites par Robert E. Howard. J'ai une compile là, que j'avais téléchargée dans le fond là, puis qu'il y avait toutes les histoires de Conan, mais il y avait en préface il y avait 2 histoires de Solomon Kane puis une histoire là, de Cole. Fait que j'avais écouté ça avant d'écouter Conan, mais ça remonte à vraiment plusieurs semaines. Ça m'a donné une idée un peu du personnage de Solomon Kane. C'est quelque chose que j'avais bien aimé, je l'avais mieux aimé que Cole, mais ça, en tout cas, je fais juste dire ça n'a aucun rapport avec mon dégoût du film de la semaine passée. Écoutez le film de la semaine passée. De toute façon, là, vous allez voir que je sais pas si en dégoût que ça, mais je suis un petit peu insulté, là, mais s'il y a quelque chose, écoutez ce que j'ai dit la semaine passée. C'est plus facile à expliquer, mais j'avais bien aimé mon introduction à Solomon Kane, mais j'étais là plus pour écouter les histoires de Conan. Puis, en fait, de visuel, j'ai écouté, ou plutôt lu, beaucoup de bandes dessinées là, de Conan dans un peu toutes les ères. Là, fait que c'est sûr que j'avais des choses qui étaient plus modernes. J'avais pas juste des choses rétro là, de 1973. Là. J'avais lu la première revue de Conan, mais je m'étais éparpillé un peu partout, juste pour un peu ressentir l'univers. Solomon Kane, j'ai pas réussi à mettre la main sur une revue puis avoir un peu de plus sur le personnage, que j'aurais beaucoup aimé y avoir. Mais je veux dire, ça n'avait pas de sens là, soit les prix pour pouvoir avoir les revues ou juste la disponibilité de les avoir au pire en numérique, là, c'était inaccessible. Fait que j'ai pas pu lire non plus. Là. Mais tu sais, le but là-dedans, c'est pas pour comparer là, les films puis l'univers là, qui a été écrit. C'est, je veux vraiment noter le film en ce qu'on nous donne en bout de film. Là, fait que en bout de ligne, les personnages, même en lisant la documentation, j'ai pas eu de lien à savoir si on a pris des personnages ou pas. C'est plate parce que en bout de ligne, c'est un film que dans tout ce que j'ai fait à date, dans la rétrospective, c'est le film qu'on dirait qu'il y a quasiment rien là, qui est dit là, même en fait de production ou même en fait là, de scénario puis les liens qu'il voulait faire avec l'univers de Solomon Kane. Mais de l'autre côté, c'est correct, ça me laisse juste à vraiment étudier le film pour ce qu'il est, puis pas vraiment avoir de comparatif. Alors, on va retourner au film. Je trouve quand même ça intéressant. Je veux dire qu'on a un messager du diable qui arrive en face à Solomon puis qui dit que là, maintenant, il est donné. Bon, en langage film, me dit, bon, c'est-tu vraiment le diable ou c'est-tu un imposteur ou quelqu'un qui essaie de juste montrer là, qui est bien tough là, puis qu'il dit que c'est le diable. C'est-tu plus une manière de parler que le diable l'envoie là? Là, d'après ce que je peux comprendre après avoir vu le film, je me dis vraiment, c'est Satan qui l'envoie. D'après moi, c'est une pièce du puzzle pour le 2e et 3e film, là, juste des affaires que ça avait laissé pour pouvoir continuer l'histoire là, à partir du 2e film. Mais je trouve que l'introduction est quand même assez solide, puis à m'embarquer dedans. C'est pas parce que je l'avais aimé en lecture que j'allais plus l'aimer aujourd'hui. C'est vraiment. Je trouve qu'on part de quelque chose assez intriguant sur le fait qu'il est vraiment méchant au début. Puis que là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je m'attendais à quasiment vraiment là, de revenir en arrière tranquillement. Pas à qu'est-ce qu'on a tout de suite après. Il a quitté l'endroit, dans le fond, il sort par la fenêtre, il se sauve du messager du diable.
Puis il va se ramasser dans un monastère, puis il va devenir tout d'un coup bien pacifique. Je m'attendais vraiment pas à une transition aussi rapide. Puis dans le fond, pour la fin du film, il va comme avoir un bon ballon, là. En tout cas, un guillemets, là, si la violence est un ballon, là. Mais je m'attendais à ce que peut-être qu'il décompresse tranquillement pendant le film pour vraiment là, de partir d'un extrême à l'autre. Fait que, il va partir de là, puis il va se ramasser là, à genre de monastère. Là, il va devenir vraiment là, quasiment l'inverse là, de ce qui était au début, là, comme j'ai dit. Mais c'est ça, plus tard pendant le film, on va comprendre qu'en bout de ligne, là, c'était un être paisible quand il était jeune, puis que finalement, c'était juste une question là, de se révolter contre son père. Puis en se révoltant contre son père, c'était comme s'il se révoltait contre l'Église, là, puis les croyances de son père. Ce qu'on va comprendre, c'est que dans le fond, il essaie de se protéger dans le fond du diable, puis essaie de se racheter un peu parce qu'il veut pas aller au diable naturellement. Là, il veut pas pourrir en enfer. Fait que il s'est genre tatoué tout le corps, c'est dans le fond pour se protéger aussi. Puis c'est ça, il se cache là, dans le fond dans un monastère, mais éventuellement, les prêtres de l'endroit vont le mettre dehors. Je suis pas tout à fait clair exactement pourquoi ils le mettent dehors, mais ils disent de continuer son chemin. Puis en même temps, on ne sait pas exactement c'est combien de temps après, c'est-tu plusieurs années après ou c'est juste le lendemain. De la manière que c'est montré, je pense qu'on est vraiment plusieurs années plus tard, là, mais finalement, il faut que quelque part il continue sa vie, là, il peut pas se cacher là. En tout cas. Fait que, il va partir en solo de là. Puis on va voir que quand même sur son chemin, il va y avoir des pendus, puis il y a du monde qui brûle le mort. Il y a beaucoup de choses là, qui ont l'air à se produire dans le monde. Puis vraiment beaucoup d'attaques. Puis le monde n'a pas de l'air en sécurité. Là. Il y a de l'air d'avoir beaucoup de choses dangereuses qui se passent là, dans cet univers-là. Même Solomon Kane, il va être attaqué par des voleurs. Puis, là, compte tenu de ce qu'il avait comme promis, là, qu'en bout de ligne, il allait rester paisible. Fait que, en bout de ligne, les voleurs ont le dessus sur lui. Puis, il offre aucune résistance. Fait que, il est comme assommé là. Il va être ramassé par des gens là, qui avaient croisé un peu plus tôt, là, les Crowthorne. C'est toute une famille, dans le fond, là, parfaite, si on veut, là, toute bien gentille, puis toute paisible. Puis c'est ça, on va apprendre, on va pas mal connaître là, tout le monde dans la famille, le père, la mère, puis les 3 enfants. Je dirais que d'un côté, ce bout-là, il devient un peu long pour moi. C'est comme l'obligation. Quand on voit le film, on sait qu'éventuellement, ça se sent, en bout de ligne, là, en fait, le scénario, qu'il va s'attacher à ces gens-là, puis que finalement, la tragédie va apporter, elle va arriver. Mais je vais avoir comme 2 opinions différentes sur l'idée. Je me dis, OK, c'est plate comme bout, parce qu'en bout de ligne, on le sait que ça va arriver. L'autre côté, on va prendre quand même notre temps. On va même rencontrer une des sorcières, puis on va comme vraiment prendre notre temps pour que Solomon Kane il passe du temps avec la famille, puis qu'on comprenne qu'il va s'attacher à la famille. Puis l'importance là-dedans, même si c'est comme on dit, on déblatère pour rien. Puis ça avance pas. L'autre côté, je trouve que c'est important d'avoir ce bout-là là, qui dure peut-être une dizaine de minutes, qui n'a pas de l'air avancé comme histoire, mais c'est important pour comprendre que c'est important pour le personnage. Si, mettons, ils auraient rencontré, puis 2 minutes plus tard, il aurait été massacré, comme qui va arriver là, juste après une dizaine de minutes. Je pense que l'impact n'aura pas été pareil, puis ça aurait été comme un peu plus dur narrativement de se dire qu'il est attaché à eux. Là, on prend quand même du temps. Oui, c'est comme long un peu en fait de film, mais ça l'aide quand même à rajouter à l'importance pour le personnage. C'est aussi pendant que Solomon Kane, là, il jase avec le père de la famille. C'est pendant ces scènes-là aussi qu'on utilise ça comme pour montrer là, des flashbacks du jeune âge à Solomon Kane, puis qu'est-ce qui s'est passé avec son père, puis en même temps son frère est un peu dérangé, puis c'est pas mal un crétin.
qui était comme en train on ne sait pas exactement s'il est en train d'abuser d'une fille ou pas, ou il était juste il allait la battre ou la tuer, ou en tout cas. On se rend compte assez rapidement là, que c'est un con, puis que Solomon Kane accidentellement va le tuer. C'est sûr qu'en voyant ça, on voit pas le corps en bas. Qui s'est écrasé au pire sur des roches en bas, ou qui s'est noyé ou quelque chose de même. Fait, on le voit pas. Puis c'est pas trop long où ce que j'ai fait le lien assez rapide que à quelque part son frère était pas mort, mais je trouve pas ça quand même contre le film en bout de ligne. Le film, il y a un narratif quand même assez simpliste. Puis je trouve que quand même, pour nous garder dans l'univers, il fait une très belle job par contre. C'est juste au moins de nous garder dans une atmosphère sombre. Il n'y a pas vraiment de blague. Je trouve qu'on est capable d'embarquer avec les personnages puis le narratif qu'on nous donne. Puis au moins, on déconnecte pas. Comme quand je suis allé d'en revenir tout le temps à ça, mais quand on parlait de Cole la semaine passée, le monde avait l'air d'avoir du fun sur le plateau, mais il avait l'air d'avoir un petit peu trop de fun, puis on oubliait le film. Là, peut-être qu'on part un peu trop d'un extrême à l'autre. OK, bon, le narratif est pas mal sérieux. Puis pas mal, tout le monde a de l'air d'être quand même assez dans le film. J'ai absolument rien à dire contre les acteurs. Tout le monde font très bien leur travail. Fait que même si c'est un scénario là, qu'on peut devenir à l'avance, je suis quand même capable de plus rester focusé sur le film. Puis je reste quand même captivé, malgré même le bout là, que je trouve long en ce moment, là, que je suis en train de parler là, de tout Solomon Kane là, qui rencontre la famille. Mais c'est ça, éventuellement, on arrive au bout qui va être tout exécuté. Il va rester la mère, puis la fille. Tout simplement, puis la fille va être enlevée. On va avoir eu les voleurs qui ont attaqué Kane un peu plus tôt. Il va avoir comme été transformé un peu, là, ils vont être démonifiés, si on veut. Il va avoir eu le personnage là, que j'ai cru pendant longtemps que c'était lui Malakai, puis à la fin c'est un autre personnage qui est Malakai. Je trouve que juste c'est un petit peu mêlant là-dedans là. Il aurait peut-être fallu au pire que ça soit juste un personnage, parce que de revoir Malakai tout seul à la fin, me semble qu'on aurait dû au moins le voir à quelque part. Là, moi, à chaque fois qu'on parlait de Malakai, je pensais que c'était lui, mais finalement, ça, c'est le bras droit à Malakai. Puis je trouve que c'est quelque chose qui devenait un petit peu mêlant. Là, rendu vers la fin, c'est un petit peu. J'ai un petit peu de misère à suivre, là. Puis c'est de la complication juste pour rien, en bout de ligne. Il aurait pu mettre ça un petit peu plus transparent, puis juste en enlever un des deux, parce que Malakai, à la fin, là, il se fait tuer par une balle, fait que je trouve que c'était un peu nono là, d'avoir créé là, deux personnages. Puis il aurait pu juste, comme peut-être concentrer Kane puis son frère, au lieu de rajouter un troisième élément là-dedans. En tout cas, on va parler de la fin tantôt. Mais c'est ça. Fait que Meredith, la fille, elle va se faire kidnapper, puis elle va se faire rapporter ailleurs. C'est là où Solomon Kane, dans le fond, là, il va avoir comme sa tournure. Il va comme un peu se révolter contre Dieu, ou pas nécessairement se révolter, mais le fait qu'il n'arrête pas de tout le temps se faire tenter, puis là, c'est comme un peu la goutte qui fait déborder le verre. Il va se fâcher, puis c'est une des meilleures séquences du film où il va se déchaîner carrément, puis on va couper des bras, on va couper des têtes. Ça fait très Conan le barbare dans cette scène-là. Puis, je dirais que, c'est pas sanglant, mais c'est quand même beaucoup plaisant. Là. Puis, j'ai l'impression là, de retrouver un peu là, de la base là, de la rétrospective là, qu'on fait depuis le début. Solomon Kane, c'est ça, il va continuer ses recherches après pour essayer d'aller la retrouver. Il va libérer là, plein d'esclaves, puis il va continuer à. Il va comme avoir des œillères pour essayer de retrouver Meredith. Dans le fond, il avait fait un serment au père là, de famille, Pete, qui s'appelle. Il a juré qu'il allait la retrouver. Puis dans le fond, puisqu'il avait comme brisé son serment là, d'arrêter là, d'être violent puis d'être meurtrier, il a pris le serment là, de la sauver, puis en la sauvant, il allait quand même réussir à être pardonné de tout ça. Fait que c'est comme un peu ses œillères de réussir à la retrouver.
Fait qu'il va arriver avec un village qui a été carrément là, anéanti. Là. Il a été brûlé. Il y a beaucoup de survivants, là, mais le village a été ramassé. Il va se ramasser à l'église, qu'elle a été détruite aussi. Il va rencontrer le prêtre, puis que le prêtre, ben, il est tordu, puis il a gardé comme des démons là, dans sa cave, puis puisqu'en théorie, c'est un homme de religion, ben, il veut quand même en prendre soin, en les prenant comme pour des pauvres, puis en les nourrissant de personnes. Fait que en bout de ligne, ben, c'est ça. Solomon Kane va se ramasser là, contre ces genres de démons-là. T'sais, ça relâche pas ben. Il y a eu comme eu le 10 minutes de temps mort, mais après ça, on relâche pas. Il y a le prêtre qui va être exécuté là, par des convertis que je vais appeler là, comme les voleurs là, qui ont été transformés en genre de démons. Là. C'est quoi vraiment la différence entre qu'elles sont en forme de démons ou qu'elles sont des voleurs? C'est pas tout à fait clair, là, c'est juste plus une question d'apparence. Mais ils ont de l'air d'être aussi diaboliques, là, dans peu importe la forme. Solomon Kane, une fois qu'il va sortir de là, ben, il va réussir à pogner un des voleurs, puis que finalement, il va être comme convaincu qu'ils ont tué Meredith. Fait que comme les bras vont y tomber, puis ça va pas mal le décourager. Fait que il va se ramasser sous la taverne, puis il va se croire damné. C'est là qu'on va avoir d'autres personnages est-ce qu'il était avec lui au début? Quand il était à la forteresse là, au tout début là, est-ce que c'était des personnages là, qui étaient avec lui ou c'est d'autres personnes qu'il a connues au courant de sa vie? Moi, j'ai rien vu de ces personnages-là au début, mais en tout cas, peut-être que ça l'était. Mais moi, avec mes deux visionnements, là, je les ai pas remarqués. Fait que, en tout cas, c'est sûr que même au début, je dirais que dans tout le film, l'acteur qui fait Solomon Kane, je trouve qu'il y a une face que je reconnais pas. On dirait que à chaque fois qu'on le voit là, dans une telle scène, je ne le reconnais pas de l'autre scène avant. Je sais pas, sa face m'en revient pas. Pas qu'il fait une mauvaise job, c'est juste qu'il n'y a pas des traits qui font que je suis capable de le reconnaître. C'est sûr que il change la barbe, il change un peu la chevelure à chaque fois. Ils veulent comme le changer un peu physiquement pour montrer qu'il y a un temps qui avance. Sauf que des fois, j'ai de la misère à le comprendre ou le suivre en fait de métamorphose, qu'il est comme différent de chaque scène à l'autre, puis je suis comme un petit peu perdu, puis je le reconnais pas, point de vue visage. C'est pas quelqu'un que j'ai vu beaucoup souvent dans plusieurs films. Fait que si j'étais concentré au début, essayer de comprendre c'était qui le personnage, ben j'essayais je regardais pas vraiment les autres visages, j'essayais de comprendre si c'était aussi le Solomon Kane. Puis quand je l'ai réécouté, ben j'étais comme encore en train de me dire, voyons, il me semble qu'il ressemble pas à Solomon Kane là, de la fin du film. Fait que c'est quand même assez drôle, là, mais tu sais, je suis pas niaiseux non plus, là. Je suis quand même capable là, de comprendre que c'est le même acteur. Puis je voyais quand même que finalement c'est la chevelure, puis toute la manière qu'ils ont construit sa barbe de chaque scène. Puis je trouve ça quand même pas pire parce qu'on voit quand même une évolution sur le personnage. Puis c'est une manière là, de nous montrer visuellement qu'on est à différents moments. Mais en tout cas, fait que Solomon Kane, il est approché là, par deux personnes là, qu'il connaissait auparavant. Que eux autres, dans le fond, ils sont en train de mener une genre de rébellion contre le diable, là, ou en tout cas les méchants, si on va dire ça à sa base. Là. Solomon Kane, ben, il se croit damné. Fait qu'en bout de ligne, il y en a un peu rien à foutre, là, puis il est sous-mort. Il va avoir. Il va comme s'endormir à l'endroit où il est, puis. Finalement, il va être capturé, puis il va être crucifié. Je vais juste dire ça de même. Ça fait 2 fois dans mes notes que j'ai ça. Je trouve que le lien se fait mal un peu dans l'édition. C'est une petite chose qui me gosse, en fait, là, de narratif. L'édition du film, je sais que j'en parle souvent de l'édition du film, mais la manière qui a été coupée, on dirait que des fois il y a des déconnexions entre les scènes. On dirait que des fois je comprends pas exactement pourquoi que Solomon Kane est à un endroit, puis quand on voyait carrément là, à un autre endroit là, la scène précédente. Ça arrive à la scène où Solomon Kane il se fait réveiller là, par le petit Samuel.
Crowthorne, qui va le réveiller une bonne fois pendant que toute sa famille est en train de se faire ramasser par les voleurs. Je me dis juste, pourquoi est-ce que Solomon Kane n'est pas avec eux autres? Pourquoi il est couché dans le bois? Je comprends pas tout à fait. Il y a ça, puis justement... il est couché où? C'est sûr qu'à quelque part, il doit se coucher à quelque part. Ça, c'est une logique. Mais rendu là, quand il est dans la taverne, puis que là, il est comme couché au travers de plusieurs personnes. Je comprends juste pas où ce qu'il est. C'est niaiseux, c'est des détails, mais j'ai comme l'impression d'être pitché à quelque part, puis je suis pas alentour. Je sais pas si ça avait été coupé au montage ou qu'on comprenne où ce qu'il est, mais je trouve que des fois, je suis comme un peu désorienté, puis ça me complique un peu la vie là, pour essayer de comprendre le narratif, que je vais répéter, qui est assez simple, mais des fois, je trouve qu'il se complique la vie pour rien. Comme pour Malakai que je parlais tantôt. Puis pour des petites choses de même, je trouve que c'est juste des choses là, qui fait juste un petit peu qu'on se pose des questions, mais qu'on n'aura jamais vraiment les réponses. C'est juste une question là, de la manière que le film est coupé. Fait que il est crucifié, comme j'ai dit, puis Meredith, qui est en arrière là, d'un chariot de prisonniers, elle, genre, de super loin, elle va être capable là, de reconnaître Solomon Kane avec ses cheveux d'en face, avec la mauvaise température. Je veux dire, qui est vraiment pas reconnaissable, puis elle va comme le reconnaître, là, ils sont trois qui sont crucifiés, puis elle va crier après, puis dans le fond, ça va être la chose qui va donner la force à Solomon Kane là, de se décrucifier. Si c'était si simple que ça, juste de se tirer les mains de la croix, je me dis juste pourquoi que Conan l'a pas fait là, dans le premier film. Mais en tout cas, je veux dire, si on regarde bien là, les mains qui a été crucifiées, ben je veux dire, c'est juste des pics, mais il n'y a rien pour retenir. Mais l'autre côté, je suis certain que ça a dû déjà arriver là, historiquement, là, qu'il y en a qui se sont dépiqués. Là. Et ça doit être pénible, mais ça doit être moins pénible que rester sur place. Mais en même temps, on va juste ce qui va se passer après, c'est qu'aussitôt qu'il va avoir descendu de la croix, ben il y a des démons qui vont être sur le point de le tuer, puis il va être sauvé là, par les collègues qu'il avait vus plus tôt. Fait qu'en bout de ligne, peut-être que ça aurait été mieux, je pense, narrativement, qu'il reste coincé sur la croix, puis qu'il soit sauvé par ses collègues. C'est sûr que d'un côté, on se dit, il est fort, il est capable de se déprendre. Ça je le comprends là, pour l'idée. Mais à quelque part, ça serait le fun qu'on voit un peu l'utilité de les autres dans l'histoire, parce que en bout de ligne, on est capable de voir que Solomon Kane est correct tout seul. Puis, tu sais, c'est pas une mauvaise chose là, quand même. Là. Mais c'est juste une petite note de même. Je pense que ça aurait été quand même assez bien que visuellement, là, j'aurais été à l'aise avec l'idée qu'il reste quand même coincé sur la croix, il peut pas s'en sortir, puis qu'il est torturé encore plus. Puis que finalement, ben, c'est ça, les autres le retrouvent, puis qu'ils débarquent de là, puis qu'ils se dirigent vers la fin après. Là. Parce qu'en même temps, je me dis, c'est nono pareil. Hein. On est crucifié, mais finalement, on n'est pas laissé pour mort. C'est ce que je me dis, là. C'est juste que les gens ont comme pas envie de se tirer les mains. C'est comme. Les méchants sont comme nono en bout de ligne de pas les crucifier avec des punaises qui peuvent garder les mains là. En bout de ligne, si t'as déjà les mains défoncées d'un clou, ben t'as juste à te sortir la main, puis y a pas de problème en bout de ligne. Ton trou est déjà fait. Fait que ça fera pas plus mal de sortir. Ou ça va peut-être même faire moins mal de sortir. Là. Fait que c'est quelque chose qui va quasiment rabaisser les méchants en bout de ligne. Quand, dans le fond, on devrait s'arranger pour que les méchants ils soient capables de justement devenir un peu plus enragés envers eux autres, puis d'être coincés, puis qu'on pense même que notre personnage ne pourra pas sortir de là. Mais l'autre côté, comme en contrepartie, ben on est capable de voir que notre personnage est fort, puis qu'en bout de ligne, il est capable de sortir de là par lui-même. Fait que Kane, il est avec les résistants, puis il se prépare à infiltrer là, ce qui va apprendre à être le château où il a grandi. Tu sais, si c'était pas clair à partir de là que son frère allait être en arrière de tout ça,
À quelque part, il allait être. Si c'était pas Malakai, le grand méchant, ben. C'était son frère à quelque part qui tirait les ficelles ou qui avait vraiment rapport là, dans le côté du diable, si on veut. Là. Ben, je veux dire, c'est le plus grand indice là, qu'on avait là, si on n'avait pas allumé. Moi, comme je dis, j'étais un peu à l'avance en bout de ligne. Là, je l'avais assez déduit assez rapidement. Mais quand on m'a dit ça, je me suis dit, bon, ben là, c'est sûr et certain. Là, je suis pas passé à côté. Mais en tout cas. Après ça, ben c'est ça. Fait qu'ils vont se ramasser au manoir où il a grandi ou le château. Puis on va voir la sorcière qu'on a vu que c'était comme un enfant. On l'avait vu une fois que Kane était avec la famille Crowthorne. Puis elle va revenir. Je trouve ça quand même intéressant sur le fait que Kane va y lancer une dague pour la tuer, mais elle va comme là, elle va se transformer en vieille sorcière, mais il y a vraiment un moment où je me suis dit, coudonc, il va-tu vraiment laisser la petite fille là, puis qu'elle va se faire tuer, tu sais, mais finalement, c'est ça. Juste à la dernière seconde, elle se transforme en vieille sorcière, si on veut, là, en sorcière typique. Je veux dire, j'étais prêt à les deux, là, en bout de ligne, là, on savait qu'elle était méchante, là, mais quand même, là, juste tuer un enfant directement, je sais pas si ça aurait bien passé, mais de l'autre côté, on a vu quand même un enfant se faire tuer. C'était hors caméra. Mais tu sais, je reste toujours quand même assez marginaux là-dessus. Tu sais, tuer un enfant, là, c'est quelque chose que il faut que tu saches bien le faire. Il y a des films où ils ont fait ça là, en sauvage, puis c'est plus dur à ingérer. Tu sais, on peut avoir de l'horreur, on peut avoir des choses qui nous choquent, mais des choses qui nous rendent trop mal à l'aise. Moi, je suis pas trop pour ça, personnellement. Puis c'est correct là, comme quand le petit Samuel se fait tuer, j'ai pas trop de problème avec ça, c'est quand même bien fait. Puis c'est bien exécuté, puis on comprend le personnage, puis on n'est pas comme dégoûté du film. C'est toujours un peu là, la manière là, de nous présenter ça. Puis là, ben, le fait qu'elle se transforme en sorcière juste avant de se faire tuer, ben c'était correct. C'était juste comme pour éviter le coup, dans le fond. Là, je me demande si on n'avait pas filmé là, la petite fille qui se fait tuer. Je le sais pas, mais en tout cas, c'est pas grave. Je trouve juste que la sorcière, je pense qu'on n'avait vraiment pas de besoin en bout de ligne dans toute l'histoire. Surtout qu'elle revient juste pour se faire tuer. Je trouve que c'est quasiment... il savait pas quoi faire avec ce personnage-là. Mais c'est pas une faute en soi. C'est tellement minime. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que... ça va être encore la bataille, puis à quelque part, Marcus, le frère à Solomon Kane, va se pointer là-dedans. Il va arriver comme son gros bras, puis il va commencer à se battre contre Solomon Kane. Finalement, Marcus, il va pousser Solomon Kane en bas des marches, puis Solomon Kane va se sauver comme avec une porte qui est là, puis il va rentrer là, dans les donjons là, du château. Fait que quand il est en tour, il va trouver finalement en dessous du château, il va trouver qu'il y a plein d'esclaves qui sont gardés là, puis finalement il va les relâcher. Il va retrouver dans la cellule, il va retrouver son père. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'un côté. Puis tout ce coin-là, en bout de ligne, on voit son père qui parle, puis qui est en train de nous expliquer que le bonhomme qu'on voyait depuis tantôt, là, que moi je croyais que c'était Malakai en question, c'était pas Malakai, c'était juste son bras droit à Malakai. Puis que ce personnage-là, c'est le frère à Solomon Kane. Je sais pas la manière que tout ça est filmé, puis puisqu'on est déjà en avance un peu sur le personnage. Je trouve que Solomon Kane, il est long à catcher. C'est comme le père parle, il explique, puis il continue à expliquer, puis il explique encore une fois. C'est quasiment drôle en bout de ligne que juste Solomon Kane n'est pas capable de faire le lien rapidement. Je vais juste noter, le père, c'est Max von Sydow, que lui, il avait joué dans le premier film là, de la rétrospective, qui avait fait Le Roi Osric. Je trouve que juste c'est un beau lien qu'on fait là, avec le premier film. Je sais pas si on a voulu faire explicitement un lien,
Mais je trouve que c'est le fun d'avoir un lien avec le film de Conan le Barbare avec Max von Sydow. Puis son rôle il est moins important dans le film d'aujourd'hui, mais il est pas mal autant sur le plateau de tournage que sur Conan le Barbare. Mais en tout cas, le père, dans le fond, il va voir mettre fin à ses jours. Rendu là, ok, je comprends que il peut avoir un peu de remords, mais pourquoi est-ce que Kane doit absolument le tuer? Je comprends que Papa Kane, on peut dire ça de même, il est détruit à l'intérieur, puis il pense qu'il il se sent prêt là, à mourir avec tout ça, tu sais. Moi, à quelque part, je me dis pourquoi est-ce que justement, puis ça ferait cliché. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça ferait cliché, mais à quelque part, il aurait dû dire, regarde, je vais régler la situation. Je me sens prêt, puis non, tu vas vivre, puis tu vas mieux gérer toute la situation, que tu vas comprendre que on a réussi à tout placer, puis que même que Solomon Kane aurait pu comme montrer qu'il était bon, puis que c'était un bon personnage, puis il aurait pu le montrer à son père, puis tu sais qu'il y a un peu un accomplissement là, du personnage. Mais là, je pense qu'on veut juste comme un peu de rajouter du drame. Je pense que c'est plus un peu le plan, là, mais tu sais, en fait, narratif, je pense qu'on aurait dû faire ce que j'ai dit. Mais en tout cas, c'est juste mon opinion, là, mais je pense que c'était plus logique de faire ça. En tout cas, fait que Solomon Kane est prêt à combattre Malakai. Il y a Marcus qui va se repointer, puis finalement, on va comme un peu compléter le combat de tantôt. Solomon Kane va mettre son frère en feu, puis finalement, il va le décapiter. Tu sais, en bout de ligne, il a essayé comme de pas le tuer, mais finalement, là, il a dû le faire. À quelque part, son frère, d'après moi, il voulait pas le tuer parce que quand Solomon Kane est en train là, d'essayer de sortir Meredith de sa cage, ben son frère, qui est un genre super guerrier très fort, il va poignarder Solomon Kane dans l'épaule. OK, je trouve que c'était pas vraiment la manière pour vouloir exécuter quelqu'un. Il aurait pu au pire même couper la tête directe ou carrément le viser pas mal à côté. S'il est si bon que ça, puis s'il est si destructeur que ça, il y a quand même une bonne marge entre l'épaule et le cœur. Puis je pense qu'il aurait été capable de le faire là, avec ses compétences, mais c'est ça. D'après moi, il voulait pas le tuer. Mais c'est comme pas vraiment montré. Là. Mais en même temps, dans tout le film, on n'a jamais montré là, qu'il y avait vraiment une dualité entre Solomon Kane et son frère. Il y avait eu juste la scène que Kane a accidentellement tué son frère. C'est la seule scène. À quelque part, ça aurait été peut-être le fun de voir un petit peu plus une dualité quand il était enfant, puis qu'au pire, ça vienne compléter avec la scène de fin. Mais en même temps, ça aurait été cliché. Fait que ça me laisse un peu le fait avec l'idée de pourquoi est-ce que le gros bras, ça devait être son frère. Je pense qu'en bout de ligne, on aurait dû abolir l'idée, on aurait dû juste comme mettre un trait sur cette idée-là, mais en même temps, ben, il aurait fallu trouver une raison pour ramener Papa Kane à la fin. Ça, c'est sûr, ça aurait été plus compliqué, là, mais je veux dire, il y aurait eu une manière narrative de le ramener. Puis ça aurait pu être juste le fait là, qu'ils ont gardé le père de Kane enchaîné parce qu'ils ont pris le contrôle de son château. Là. Tu sais, ça aurait pu être une affaire de même, parce que vraiment, là, le personnage de Marcus, narrativement, c'est écrit, mais je trouve que, je veux dire, dans le fond, là, c'est plus quelque chose qui est pas qui ressort pas à l'écran, là, puis je trouve qu'on aurait pu mieux écrire ça tant qu'à pitcher ça dans l'histoire. Fait que, suite à ça, il y a Malakai qu'on vient de voir pour la première fois, 2-3 minutes avant ça, que lui va libérer un démon de l'enfer qui va servir absolument rien lui aussi. En bout de ligne, il est bien beau le démon, mais je veux dire, il sert absolument rien. Il n'y a pas de combat avec le démon. Kane, il va devoir comme donner son âme, dans le fond, se sacrifier pour sauver Meredith. Ce qui va faire que Kane va comme mourir d'un coup, mais il va être comme sauvé. Parce qu'en même temps, Solomon Kane va descendre Malakai d'un coup à la tête avec son fusil.
je trouve que c'est comme très comme durable, un peu comme fin. Je l'ai laissé un peu sous-entendre tantôt. Je trouve que ça finit raide. Tant qu'à ça, on aurait pu avoir, comme je dis, le personnage de Malakai, ça aurait pu être Marcus qui s'est renommé. Quelque chose de même, au moins qu'on ait un petit peu là, de poids avec ça. Là, il nous a présenté un démon qui a fait sortir d'un autre monde. Puis que finalement qui sert à rien, puis que Malakai servait à rien en bout de ligne. C'était juste comme un grand machin, mais il servait à rien. Rendu en point de vue narratif, je parle. On pourrait arriver puis expliquer que c'est important qu'il y ait un machin, puis c'est à ça qu'il sert. Je comprends, mais pour l'idée de l'histoire, il sert absolument à rien. Il sert juste comme une pensée après que Solomon Kane a tué son frère, là, puis. Fait que je trouve que juste que ça tombe à plat un petit peu là, pour les dernières minutes du film. Parce qu'en bout de ligne, ils n'ont plus rien à dire. Ils cherchaient, on dirait, une manière à fermer le film, mais ils ne savaient pas exactement comment. Il va sauver Meredith, puis il va juste avoir un monologue, puis qu'il va enterrer son père puis son frère, puis il va dire qu'il va continuer ses aventures. Le film finit assez abruptement. Pas que je voulais avoir la grosse réunion, qu'il y ait le gros party avec ses anciens collègues ou la résistance. Là, je voulais pas avoir nécessairement quelque chose qui s'étire pour rien à la fin. Sauf que je trouve qu'on savait juste pas quoi faire. Puis on a décidé qu'on fermait le film. Le film se clôture quand même. Je suis quand même content là-dessus qu'on finit pas vraiment avec un cliffhanger. Puis qu'est-ce qui va se passer après. Puis que finalement on n'a pas eu de suite au film. Puis que finalement tout est fermé. Puis c'est plate. Il y a tellement de films là, qu'on a eu. Puis même les films que j'ai couverts. Là, on a comme les films de Terminator. Qu'il avait planifié que ça soit des suites là, à partir du quatrième film. On a toujours planifié une trilogie, puis on n'avait pas de suite. C'était quand même plate qu'on avait comme beaucoup de questions, puis que le film tombait à plat parce qu'il n'y avait plus de suite. Là, le film d'aujourd'hui, il se clôture quand même, tu sais, qu'il n'y ait pas de suite. On a des endroits où partir, mais c'est pas grave. On est dans l'univers, puis on n'a pas besoin d'un deux. En conclusion, c'est un film il sait un peu ce qu'il veut être. Il veut pas être un film compliqué, même s'il est compliqué pour les mauvaises raisons. Dans le fond, là, il voulait pas l'être, je pense, puis finalement, c'est juste des questions techniques a fait que le film était un peu plus compliqué qu'il devait être. Il garde son bon ton tout le long. Moi, c'est ce que j'aime aussi là, dans tous les films, qu'on est capable d'avoir un ton, puis je veux dire, de partir de là, puis de conserver son ton qu'il veut avoir, puis que selon le besoin du film, ben, il est capable de le conserver. Puis c'est sûr que ça dépend de la matière du film aussi. Là, je trouve que pour qu'est-ce qu'on veut nous dire comme histoire, on a bien fait ça. On a eu comme un retour un peu à Conan le Barbare de 82. Puis moi, je pense que je demande juste ça quasiment depuis le début de la rétrospective. Qu'on ait quelque chose qui est un peu plus assombri. Pas que j'aime pas les films qui sont légers, là, comme la semaine passée. Mais des fois, selon la matière, ben, c'est le fun là, d'avoir quelque chose qui se prend un peu au sérieux. Pas obligé de trop être sérieux, mais au moins que si, mettons, on va avoir un personnage déchiré, mais si, mettons, on a des blagues alentour, je veux dire, on peut pas prendre le personnage au sérieux. Comme la semaine passée, c'est vraiment le meilleur exemple. On peut prendre personne au sérieux là, dans le film de Cole. Puis aujourd'hui, ben, on est capable de comprendre tous les personnages. Puis c'est vraiment un atout au film. Je vais endosser le film. C'est un verre. C'est pas aussi haut que le film de Conan le Barbare, mais c'est nettement meilleur là, que tout ce qui est arrivé après. C'est le deuxième meilleur film là, dans la rétrospective. Je trouve ça plate de ne pas avoir vu le film avant. Je sais pas non plus que je me dis hey, j'ai passé à côté quelque chose. Là. C'est pas le meilleur des films. Là. Mais je trouve ça quand même plate de l'avoir manqué là, auparavant. C'est un film que je vais revisiter éventuellement. Pas la semaine prochaine, là, mais éventuellement, quand je vais peut-être vouloir voir quelque chose qui se passe là, dans l'univers de Robert E. Howard ou de l'univers de Conan. Ben, c'est quelque chose que je me vois revisiter. Ou un film tout seul, là, puisqu'ils sont tellement pas connectés un envers l'autre. C'est quelque chose que je me vois revisiter. Puis c'est sûr que je trouve ça plate
qu'on n'a pas eu de suite. Mais peut-être que c'est ça qui fait que justement il est resté bon puis il n'a pas été terni là, par les suites. Conan le Destructeur puis Sonia la Rousse, je sais pas là, c'est des films là, que je pense pas très très bien là, quand je vais repenser à ces films là, puis encore moins Cole. J'avais comme pas grand chose avant la rétrospective là, quelque chose contre Cole, mais en même temps je m'en rappelais pas de Cole. Le film d'aujourd'hui, je l'avais pas vu, fait que j'avais aucune idée de à quoi m'attendre. Puis je suis quand même content là, d'avoir vu le film. Puis éventuellement, là, je pense pas que je vais avoir le dégoût que quand je vais voir réécouter le film. Alors je l'endosse pleinement, mais c'est pas là, le film a tout cassé. La semaine prochaine, on va finir la rétrospective que j'ai commencé il y a quelques semaines. On fait comme fermer la boucle. On avait Conan le Barbare de 82. Puis là, on va faire son reboot. C'est pas un remake direct, c'est plus un reboot. On reconstruit l'univers qu'on a depuis plusieurs films. Dans le fond, c'est comme tous des films séparés. Fait qu'en bout de ligne, ils ont comme pas de lien entre eux. Puis ce film-là, de la semaine prochaine est quelque chose de totalement différent. Puis qu'en théorie, il peut être lié à Cole puis à Solomon Kane, comme que les films d'Arnold peuvent être liés à Cole et Solomon Kane aussi. Moi, de ma perspective, je l'ai vu au cinéma, puis je l'ai vu là, dans une bin à Blu-ray pas cher, puis je l'avais ramassé là, pas longtemps après qu'il soit sorti en Blu-ray. Je voulais le revisiter, puis je l'ai revisité, mais ça fait quelque chose là, comme 8 ans. Fait que c'est vraiment loin dans ma tête. Je l'ai pas réécouté depuis ce temps-là. C'est pas quelque chose qui me manquait, mais avec la rétrospective, puis ayant lu les œuvres de Robert E. Howard, j'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a fait de plus fidèle aux œuvres originaux. Je sais que le film de 82 a eu beaucoup là, de fans des livres originaux il était comme un peu contre le film avec Arnold Schwarzenegger, puis que le film de la semaine prochaine est un peu plus fidèle, mais j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on se sent vraiment plus là, dans un livre de Robert E. Howard? Je le sais pas. Moi, ce que je disais, c'est que Conan le Barbare, en fait, Tom, il est peut-être plus près de l'univers de Robert E. Howard, mais Conan le Destructeur, il apportait plus d'éléments de l'univers à Robert E. Howard avec plus de créatures et plus de fantastique. Sauf que le ton, il était carrément à part de cet univers-là. C'est quelque chose qu'on a retrouvé aujourd'hui, puis c'est quelque chose que j'espère qu'on va retrouver là, la semaine prochaine. Alors par Chrome, si vous n'êtes pas là la semaine prochaine, que le diable vous emporte. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.